Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour le point d'étape numéro 17. Allez, on s'accroche, ça va aller très vite. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un point d'étape ? Un point d'étape, je le rappelle à chaque fois, on vient résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Sauf qu'on a vu beaucoup de choses, donc on va se concentrer seulement sur les 8 derniers épisodes. Mais avant, on va revoir très rapidement ce qu'on a vu jusqu'aux épisodes 60, puisqu'on a déjà fait 68 épisodes, on va se concentrer sur les 8 derniers, et les 60 premiers, on va les revoir rapidement. Alors d'abord, les aspects généraux de cette nouvelle constitution, puisque par la constitution, c'est une proposition de ma vision politique dans le domaine constitutionnel. On avait parlé de plein de trucs, de souveraineté, de hiérarchie des normes, de quel type d'État, de l'objectif, etc. Je vous laisse à chaque fois mettre en pause l'écran, pour lire, si vous souhaitez en savoir plus. Sinon, on avance. On avait parlé des droits fondamentaux, avec notamment la procédure de révision fondamentale. Le juge constitutionnel en avait commencé à en parler, mais on va le revoir bien plus tard en détail. On a ensuite parlé des conditions pour être citoyen, donc de la citoyenneté, notamment avec cet ajout, les citoyens actifs. Il y a des citoyens passifs et des citoyens actifs qui n'ont pas les mêmes devoirs, ni les mêmes droits. Ils n'ont pas les mêmes droits politiques, ils ne votent pas aux mêmes élections. Les citoyens actifs votent plus, et pour ça, il faut obtenir la réussite, une attestation temporaire de réussite au test de l'intérêt pour le politique. Je rentre pas dans les détails, je vous laisse lire ça, ou alors allez voir directement dans la playlist de Parlons Constitution, allez voir les épisodes concernant la citoyenneté. On a vu ensuite le pouvoir législatif, on l'a vu en détail. On a vu ce qu'il était, on a vu comment est-ce qu'il était formé, comment est-ce qu'on le choisissait quel était le mode de scrutin, à quoi est-ce qu'il servait, les différentes assemblées, avec notamment la Chambre des Sages qui remplace le Sénat dans ma vision politique constitutionnelle, qui n'a pas la même fonction, qui n'est pas élu de la même façon. On a aussi le Conseil scientifique, qui n'est pas le Conseil scientifique de la période Covid, attention, c'est pas la même chose, mais c'est un organe en plus qui a un intérêt, je vous laisse lire encore une fois. On a vu ensuite, bien sûr, les différents modes de scrutin, je vous les remets ici, c'est toujours important. Là, on a des bulletins types pour un vote à la méthode Borda, modifiés pour que le non-classement soit sanctionné. Ici, c'est la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne, selon la méthode de Jefferson. Ça, c'est le nom complet. En gros, c'est la proportionnelle. Mais il y a des petites subtilités, donc j'ai voulu noter tout ce qui est important à connaître. Puisqu'en fait, il y a différentes façons de donner les derniers sièges, puisqu'à la fin de la répartition proportionnelle, il y a des sièges qu'on ne sait pas comment répartir. Eh bien, on peut les répartir au plus fort est ou à la plus forte moyenne. Donc je ne rentre pas dans les détails de ce que c'est. Sachez que, pour moi, la plus forte moyenne, c'est mieux. Et ici, on a un exemple de ce que ça pourrait donner. Une représentation proportionnelle à scrutin de liste avec les voix qui sont ici à gauche, ça donnerait une Assemblée nationale qui, pour moitié, puisque la moitié de l'Assemblée nationale, dans ma vision politique constitutionnelle, par la Constitution, est élue à la représentation proportionnelle à scrutin de liste, donc à la proportionnelle. Le reste, c'est la méthode Borda, qu'on a vu juste avant. Et je présente uniquement ces deux-là ici dans le point d'étape et à chaque fois depuis qu'on les a vus. Pourquoi ? Car ce sont les deux modes de scrutin privilégiés. Ce ne sont pas les seuls que j'utilise, ce ne sont pas les seuls que je préconise, ce ne sont pas les seuls qui ont ma préférence par la Constitution, mais en tout cas, ce sont ceux qui reviennent le plus souvent, que j'utilise le plus, que je préconise le plus, qui ont ma préférence, Donc, on a vu l'élaboration de la loi avec tout le processus, c'était des longs épisodes là-dessus. De longs épisodes pour bien expliquer tout le processus, parler du 49.3. Des choses que vous avez peut-être entendues dans le débat public. Ici, on en a parlé, et je donnais ma position, est-ce qu'il fallait supprimer, est-ce qu'il fallait modifier, etc., etc. Je vous invite à aller voir dans les épisodes 26 et 27. Le gouvernement, ensuite, on a parlé du gouvernement et du président de la République, donc du pouvoir exécutif. À la différence que dans la Constitution, le pouvoir exécutif, c'est surtout le gouvernement. Le président de la République est un chef d'État, mais il n'est pas chef de l'exécutif. Aussi, le gouvernement est assez différent, puisqu'à sa tête, il n'y a plus un Premier ministre nommé par le président de la République, mais 3 directeurs nommés aussi par le président de la République. Encore une fois, petite pause, ou dans la playlist. On a parlé ensuite, bien sûr, de la responsabilité politique de l'exécutif. Et, dans ma vision politique, c'est un régime moniste. Le président de la République aussi autorise ou refuse la motion de censure,
tout comme il autorise ou refuse la dissolution de l'Assemblée nationale. Et uniquement de l'Assemblée nationale, pas de la Chambre des sages, ni du Conseil scientifique, qui, eux, ne peuvent pas être dissous. Donc là, les directeurs demandent pour une dissolution de l'Assemblée nationale, ou bien l'Assemblée nationale vote une motion de censure, mais c'est pas définitif, le président de la République doit autoriser ou refuser cette motion de censure, ou cette dissolution parlementaire, cette dissolution de l'Assemblée nationale. Donc le président de la République n'a jamais l'initiative, mais il a toujours le dernier mot pour autoriser ou refuser un renversement, soit de l'Assemblée nationale, soit du gouvernement. On a ensuite parlé du pouvoir judiciaire, je rentre pas dans les détails, je vous laisse voir ici, il y a des différences encore une fois. Ensuite, les référendums, on a parlé de quel référendum, RIC, pas RIC, pourquoi aussi, parce que le RIC c'est bien, mais est-ce qu'il faut un RIC pour tout? Eh bien, c'était toutes les questions qu'on s'est posées. Quelle initiative? Qui peut voter lors de ces référendums? Sur quelles questions? Est-ce qu'il peut y avoir plus de 2 choix en réponse? Plus que oui ou non? La réponse était que oui, mais avec des conditions strictes. Ça, c'était l'épisode 44. Ensuite, on a parlé, là ici vous voyez en haut, il y a une suite sur les initiatives citoyennes pour le référendum, donc les détails, c'est dans l'épisode 45. On a aussi dit qui peut voter, comme je viens de le dire juste avant. On a ensuite parlé du tirage au sort, quand y recourir, pourquoi, encore une fois, vous avez un condensé ici, mais vous trouverez plus de réponses dans l'épisode correspondant. On a ensuite développé sur les élections, en revenant sur tous les types de moyens, de méthodes de vote, mais aussi sur quelle élection il y a par la Constitution, etc., etc., les conditions pour être éligible et pour se présenter, et les conditions pour voter. On a rappelé ce qu'on avait vu, notamment quand on a parlé de la citoyenneté, on a en fait bien concentré la focale sur les élections, en reprenant des choses qu'on a vues ailleurs, et en ajoutant, en précisant ce qui était important, notamment sur la comptabilisation du vote blanc, ou sur la comptabilisation des nuls et de l'abstention. Est-ce qu'il faut compter dans les résultats? Quelle est la conséquence si on compte ou si on compte pas? Pourquoi? Bref, encore une fois, les détails dans la playlist. Les élections, on avait continué là-dessus en parlant du vote libre. Qu'est-ce qui fait que le vote est libre? Et il y a toutes ces conditions-là, tout ce tableau-là. Il faut que toutes les cases soient bien validées. S'il y a une case qui n'est pas validée, alors l'élection n'est pas libre. Par exemple, si c'est pas un vote personnel, ou s'il n'y a pas de pluralisme politique, si les élections ne sont pas à intervalles réguliers, ou si la justice n'est pas indépendante. Tout ça, ça empêche un vote pleinement libre. Un vote réellement libre, toutes les cases sont respectées. On avait ensuite parlé du calendrier électoral et de la stabilité gouvernementale. Je vous laisse lire, et on passe à la suite. On avait parlé aussi des accords internationaux et des interventions militaires, qui peut déclarer la guerre, qui peut faire intervenir les forces armées à l'étranger, le gouvernement, mais sous quelles conditions, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a à dire là-dessus. Voilà, on en avait parlé dans ces épisodes-là. Donc là, on commence à avancer dans les épisodes et on va sur des sujets beaucoup plus précis. On avait parlé des états d'exception, en cas de menace, en cas de péril, état de siège, état d'urgence, et aussi on a parlé de la dictature exceptionnelle contrôlée pour établir les pouvoirs publics constitutionnels. Actuellement, c'est l'article 16, on parle des pouvoirs exceptionnels. Ici, j'applique des modifications. C'est pas car j'appelle ça une dictature exceptionnelle contrôlée que c'est quelque chose de négatif, que c'est une vision négative, ou que c'est pire que l'article 16 actuel. Je vous laisse vous faire votre avis en lisant ici, ou en allant voir l'épisode 60 qui en parle. Bien. Ensuite, on a vu le Conseil économique, social et environnemental. Je vous ai dit, on a vu les 60 premiers épisodes rapidement, là on va s'attarder un tout petit peu plus sur les 8 derniers. Le Conseil économique, social et environnemental, qu'est-ce que c'est que le CESE? Le CESE, c'est une assemblée de conseils représentant la société civile organisée, c'est-à-dire les associations, les syndicats d'entreprise, les syndicats de salariés, etc., les associations de jeunesse aussi, ou environnementales. Tout ceci est représenté dans ce conseil. Cette assemblée, elle a des fonctions que j'ai reclarifiées, car je trouvais qu'elles n'étaient pas tout à fait claires actuellement, donc je les ai reclarifiées dans l'épisode 61. Donc il y a le conseil, les avis, les propositions uniquement.
mais aussi ça permet de favoriser le dialogue. Cette assemblée permet de favoriser le dialogue entre la société civile et les pouvoirs publics, par des rencontres, des auditions, etc. Le Conseil économique, social et environnemental permet aussi de favoriser le dialogue au sein de la société civile. Donc, au sein de cette assemblée. Pas que avec les pouvoirs publics, mais au sein même du Conseil, et même ailleurs, pas que. En dehors du Conseil, il peut y avoir toujours des liens, quand le Conseil intervient, va poser des questions directement en entreprise à la population, etc., etc., quand elle fait des auditions, il peut y avoir des liens qui se créent, ça permet un dialogue entre la société civile organisée, à l'intérieur de la société civile organisée, et aussi avec les pouvoirs publics. Aussi, une autre fonction du CESE, c'est de favoriser la participation citoyenne, avec au moins, ça c'est ce que je préconise, au moins une convention de conseil citoyen par an, mais de conseil, hein. C'est pas une convention citoyenne qui vient décider, elle vient conseiller. Donc ce qu'elle dit, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le pouvoir en place peut décider de ne pas mettre en application les conseils de ces conventions citoyennes. Le CESE, il a une saisine claire. La saisine, c'est qui est-ce qui peut saisir le CESE, lui poser des questions, lui demander un rapport. Eh bien, il y a une autosaisine, d'abord, c'est-à-dire que sur un sujet que le CESE trouve intéressant, que le Conseil trouve intéressant, eh bien, ils peuvent décider de faire un rapport d'eux-mêmes. Sinon, c'est le président de la République, le gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre des sages, 40 députés, 40 sages, par pétition, 150 000 signatures, voilà, c'est ce que je propose, ça peut être soumis à débat, il n'y a pas de problème. C'est sur tout problème ou texte, national à caractère économique, social ou environnemental. Attention, ce sont des conseils, des avis, des propositions, comme j'ai marqué juste au-dessus, uniquement, donc ça n'empêche pas ou ne retarde pas une loi qui serait en cours, ou un décret, ou un autre texte. Bien, après le CESE, on avait parlé du contrôle de conformité des normes juridiques. Il faut faire respecter la hiérarchie des normes par des contrôles à chaque niveau. Pourquoi ça? C'est l'état de droit. Le pouvoir politique est soumis aux règles de droit qui les dictent, donc il faut un recours effectif pour pouvoir contrôler ce que fait le pouvoir politique, ce que fait le peuple, ce que fait tout à chacun, chaque entreprise, etc., mais aussi l'administration. Il faut un contrôle effectif, donc un contrôle aussi des actes eux-mêmes et entre eux. C'est ça le contrôle de conformité des normes juridiques. Le contrôle de conformité peut annuler, abroger des textes. Donc pour des questions de sécurité juridique, il faut faire attention, et parfois il faut moduler les effets d'une annulation ou d'une abrogation. On avait parlé de tout ça dans les épisodes correspondants. On avait aussi parlé de la légitimité du contrôle de constitutionnalité sur la loi. On avait dit que c'est légitime, car pour avoir une constitution complètement effective, il faut contrôler la constitutionnalité de la loi. Aussi, on avait appuyé cette différence-là, puisqu'on dit que la loi est l'expression de la volonté générale, mais, attention, il y a une distinction entre le souverain, le constituant et le législateur. Le législateur est soumis à ce qu'a dit le constituant, donc à la Constitution. On avait ensuite parlé des juges du contrôle de constitutionnalité, et c'est là qu'on avait dit vraiment ce qu'est cette Cour constitutionnelle. Quand on avait parlé des droits fondamentaux, on n'était pas allé jusque-là, on n'en avait pas parlé plus que ça. Ici, j'en ai parlé, j'avais dit que c'était une Cour constitutionnelle composée de juristes élus par les autres juristes pour 12 ans, renouvelés par tiers donc tous les 4 ans. Cette Cour, c'est important de le dire, ce sont des juges indépendants et inamovibles. Ils ne sont pas révocables, à l'exception de s'ils commettent une faute, et ce sont les autres juges de la Cour constitutionnelle, les autres juges constitutionnels qui peuvent révoquer ceux qui ont commis des fautes à la majorité des 2/3. Aussi, les juges du contrôle de constitutionnalité, il n'y a pas que la Cour constitutionnelle, il y a aussi le juge administratif. Pourquoi? Pour les règlements autonomes. Je rentre pas dans les détails, mais allez voir l'épisode qui parle du contrôle de constitutionnalité pour comprendre. Il y en a 2, je sais plus lequel en parle. Allez les voir tous les 2, c'est toujours mieux. Bon, on va arrêter de faire de la pub, même si c'est un peu le but de ce point d'étape. Mais le but, c'est aussi de voir tout ce qu'on a vu, pour se rappeler tout ce qu'on a vu, pour ensuite aller faire ce qu'on n'a pas encore vu dans les prochains épisodes. Pour finir là-dessus, on avait dit qu'il y avait un contrôle de constitutionnalité a priori par la Cour constitutionnelle.
entre adoption et promulgation de la loi concernée. On n'est jamais sur le fond d'une loi constitutionnelle, c'est aussi important de le dire. Ce contrôle est obligatoire pour les lois organiques, les règlements des assemblées et les traités et accords internationaux. Sinon, la saisine est effectuée par le président de la République, ou au moins un directeur, ou le président de l'Assemblée nationale, ou le président de la Chambre des sages, aussi par 60 députés ou 60 sages. Il y a un autre contrôle de constitutionnalité, a posteriori, qui est cette fois uniquement sur le fond, et non plus sur la procédure, puisque le contrôle a priori porte sur la procédure et également sur le fond, sauf pour les lois constitutionnelles. A posteriori, on ne remet pas en cause la procédure, car c'est trop tard. A posteriori, les lois ont été adoptées et promulguées. Ce contrôle, vous le connaissez peut-être si vous avez fait du droit, c'est la procédure QPC à l'initiative des justiciables lors d'un procès. Avec 3 filtres, le juge, le Conseil d'État ou la Cour de cassation, et ensuite le filtre de la Cour constitutionnelle elle-même. Si on passe ces 3 filtres, il y aura alors contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi mise en cause. J'ajoute par contre une nouveauté, la procédure QPC hors instance. Si quelqu'un a un intérêt personnel et direct et actuel, mais qu'il n'a pas moyen de faire une QPC en attaquant un texte en justice ou une personne ou une institution en justice, une administration, eh bien alors il peut, s'il a un intérêt personnel direct et actuel, enclencher une procédure de QPC hors instance. S'il y a un accord ou traité qui est non conforme, cette fois c'est pas la Cour constitutionnelle, c'est le juge administratif ou judiciaire qui va informer et demander au gouvernement de régulariser. Je précise bien sur ce sujet-là, sur la question de la conformité des accords et des traités, ils ne peuvent pas imposer au gouvernement de revenir là-dessus, mais ils lui demandent très fortement. Il y a également d'autres saisines de la Cour constitutionnelle qui sont possibles. Je vous renvoie à l'épisode 64. Notamment, car c'est un juge électoral, donc il y a des saisines possibles sur l'organisation ou sur les résultats des élections. Des élections nationales, attention. On a parlé ensuite, dans les 4 derniers épisodes, de différents sujets. D'abord, le défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante, constitutionnelle, nommée par le président de la République pour 6 ans non renouvelables, et comme elle est indépendante, cette institution, cette autorité administrative indépendante, eh bien, le défenseur des droits ou la défenseur des droits est non révocable. C'est-à-dire que le président de la République peut pas dire « Écoute, ça me plaît pas ce que tu fais, du coup, je vais te demander de démissionner. » Non, c'est interdit. Le défenseur des droits, la défenseur des droits doit aller au bout de ces 6 ans. Au bout de ces 6 ans non renouvelables. Pourquoi faire? Pour investiguer. Pour faire de la médiation, arbitrer, assister ou recommander. Ce sont tous ses pouvoirs. L'investigation, la médiation, l'assistance et la recommandation. Recommandation de mesures à prendre pour changer un état de fait. Dans le cadre de ces missions qui sont au nombre de 5, qui sont très importantes, qui concernent en fait la défense des droits des citoyens face à l'administration notamment, mais pas que. Il y a la défense des droits des usagers des services publics. Donc là, c'est bien face à l'administration, face aux abus, et aussi face aux manquements des services publics. Le défenseur des droits a aussi pour mission de défendre et promouvoir les droits de l'enfant. Également, il doit lutter, il agit, il lutte contre les discriminations. Il a aussi une mission de contrôle du respect de la déontologie des activités de sécurité. Et enfin, il protège et oriente les lanceurs d'alerte depuis 2016, depuis une loi organique de 2016. On a parlé ensuite de la grâce présidentielle. Attention, ce n'est pas l'amnistie. L'amnistie, c'est une loi, c'est décidé par le Parlement. C'est collectif, alors que la grâce est individuelle. Et ça efface. Ça efface quoi? Les condamnations. Les lois d'amnistie effacent les condamnations. On parle d'oubli. La condamnation disparaît. Ce n'est pas que la peine qui disparaît. C'est la condamnation elle-même qui disparaît. La grâce, c'est quoi? C'est soustraire un condamné, donc individuel, à l'exécution de sa peine ou d'une partie de sa peine. On parle de remise de peine. Ou c'est y substituer une peine plus douce. On parle de commutation de peine. Le verbe, c'est commuer une peine, pas commuter. Commuer une peine, mais on parle de commutation de peine. Alors pour moi, il faudrait garder cette grâce présidentielle. Pourquoi? C'est lié à la dignité de la fonction de président. C'est un pouvoir en quelque sorte honorifique.
même s'il a des conséquences bien réelles. Par contre, il faudrait qu'il y ait des contreseins, que ce soit contresigné par au moins 2 directeurs, ou un seul s'il y a vacance d'un des postes de directeur, s'il y a que 2 directeurs, que le 3e n'est pas nommé, qu'il vient de mourir, qu'il a été enlevé, bref, s'il y a que 2 directeurs qui sont capables d'exercer, alors un seul suffit. Un seul contreseing d'un directeur suffit, sachant que c'est le directeur qui préside, puisqu'il y a une présidence tournante, c'est le directeur qui préside qui a une voix prépondérante, c'est-à-dire qu'il décide s'il y a un désaccord entre les 2 directeurs qui sont encore là. Et s'il y a qu'un directeur qui est encore là, c'est lui qui peut décider par contreseing, mais en principe, il doit y avoir 3 directeurs. Et un délai doit être prévu pour que le président ait l'obligation de nommer 3 directeurs, de renouveler les directeurs s'il y en a qui démissionnent, qui décèdent, qui sont enlevés, qui sont malades, gravement malades, qui sont plus en capacité d'exercer. Bref, pour la grâce présidentielle, c'est un pouvoir du président, donc il décide, il initie, mais il ne peut pas finir la grâce, il ne peut pas la rendre pleinement effective, tant qu'il n'a pas reçu la signature, le contreseing d'au moins 2 directeurs, ou un s'il y a une vacance d'un ou plusieurs directeurs, et du ministre de la Justice. Le contreseing, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une signature sur la décision de quelqu'un d'autre, qui, avec elle, permet l'exécution de cette décision. C'est-à-dire que sans ces contreseigs, il n'y a pas de grâce présidentielle. On a ensuite parlé de la responsabilité pénale de l'exécutif. Je vais aller très vite car l'épisode commence à durer. C'est un point d'étape, mais c'est aussi long qu'un épisode, c'est normal, on a vu beaucoup de choses. La responsabilité pénale d'abord du gouvernement, des directeurs compris. Elle est ordinaire, donc de droit commun pour les actes commis hors de l'exercice de leurs fonctions, et aussi pour ceux qui sont commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose que j'ajoute. Mais attention, dans ce cadre-là, lorsque ce sont des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions au gouvernement, eh bien, il y a une filtration par une commission des requêtes, à la majorité absolue, qui est composée de, voilà, je vous laisse lire, on va passer. La responsabilité pénale du président de la République, ensuite. Alors le président, c'est pas comme le gouvernement. Le président est un peu plus protégé. D'abord, il a une responsabilité ordinaire pour les actes commis hors de l'exercice de ses fonctions. Bien, vous me direz, c'est comme le gouvernement. Oui, sauf que pendant son mandat, il ne peut pas être attaqué. Ça veut pas dire qu'il ne pourra pas, après son mandat, être attaqué sur ce qu'il a fait hors de l'exercice de ses fonctions, mais pendant qu'il était président. Donc ça veut juste dire que toute procédure en cours, ou procédure qui pourrait être intentée contre lui, est suspendue pendant son mandat. Toutes les procédures reprendront après son mandat. Le président de la République n'est pas responsable également pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions, ce qui est une différence avec ce que je viens de dire juste avant pour le gouvernement, qui a une responsabilité, je le répète, ordinaire de droit commun, mais pas le président. Le président, non, il n'est pas responsable pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions, sauf devant la Cour pénale internationale, et aussi il y a une procédure de destitution pour manquement, dont la trahison. Devant quoi ? Devant la haute cour composée de l'Assemblée nationale et de la Chambre des sages, présidée par le président de la Chambre des sages, et qui décide à la majorité des 2/3 et à bulletin secret, et qui se réunit après des votes, la majorité absolue, à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages, qui vont enclencher cette procédure de destitution. Enfin, dans le dernier épisode, dans l'épisode 68, on a parlé d'alternance politique. On s'est posé la question si elle était nécessaire en démocratie. Et ma réponse, c'était qu'en démocratie, c'est la possibilité constante de l'alternance politique qui est nécessaire, et pas l'alternance politique elle-même. En fait, il faut faire un choix de changer de dirigeant, donc d'alterner, en fonction de la situation, si on a de bons dirigeants, ou pas, et en faisant une balance entre les avantages et les inconvénients de l'alternance politique. Voilà, je vous ai mis les avantages à gauche, les inconvénients à droite. Je vous laisse lire, et on va passer à la suite. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le résumé des principaux pouvoirs, de l'organisation des principaux pouvoirs, des principales relations entre les principaux pouvoirs. Il en manque beaucoup, il y a des institutions qui manquent. Pourquoi ? Car sur un petit écran, si vous regardez sur téléphone, vous ne pouvez pas tout voir. Donc j'ai pensé à vous, j'ai pas tout mis. De toute façon, ce serait illisible, ou en tout cas difficilement compréhensible, à moins d'y passer 20 minutes à lire bien à chaque fois qui fait quoi, etc. Donc ça, c'est juste un petit résumé final. Qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois ? Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Eh bien, il nous restait tout ça à voir après le précédent point d'étape. Mais, lors des 4 derniers épisodes, on a vu différentes choses. On a vu le défenseur des droits, on a vu la responsabilité pénale de l'exécutif, on a parlé
de la grâce présidentielle, et on a parlé de l'alternance politique. Donc il nous reste maintenant tout ceci à voir. Il y en a de moins en moins. Ça, ce visuel-là, je l'ai fait il y a quelques épisodes. J'aurais pas pu mettre tous les sujets qu'on a vus depuis le début sur un petit écran. Ici, ça n'aurait pas marché. Ça, je l'ai fait il y a quelques points d'étape. Et il nous reste depuis lors, quelques sujets à voir. Donc vous voyez qu'il reste pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois? On va parler des incompatibilités. Je l'avais déjà dit à la fin de l'épisode 68, on va parler des incompatibilités de fonction, de mandat et de métier. C'est-à-dire, est-ce qu'un élu peut exercer tel ou tel métier? Est-ce qu'un élu peut avoir une fonction comme être membre du gouvernement et exercer les deux parallèlement? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs mandats, c'est-à-dire être élu local et aussi être élu national, pourquoi pas élu européen en même temps? C'est ce qu'on se demandera dans le prochain épisode, dans l'épisode 69. Merci à toutes et tous d'avoir regardé ce point d'étape numéro 17 qui est vraiment très long, alors que pourtant vous avez vu, je résume énormément et je parle vite. Donc n'hésitez pas à faire des pauses si ça vous intéresse vraiment de lire le résumé. C'est en fait un peu, en quelque sorte, un peu plus court, c'est la condensation de toutes les conclusions de tous les épisodes. Je vous remercie encore, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air pour soutenir, un partage, un commentaire, et la prochaine fois on continue. Merci encore, c'était Elsker, à bientôt.